revenir sur le phénomène du djihadisme et d'y revenir sous un angle original, à savoir celui du sacrifice. Et nous le ferons en compagnie d'un philosophe, Jacob Rogozinski, qui vient de signer un livre aux éditions Desclés-de-Brouwer intitulé « Djihadisme, le retour du sacrifice ». Bonsoir Jacob Rogozinski. Bonsoir Antoine Garapon. Alors, vous avez écrit ce livre qu'on sent, comment dirais-je, un livre de commande, mais dans le sens vertueux du terme, c'est-à-dire que vous aviez quelque chose à dire. Commandé par l'événement, je veux dire. Bon, oui. Voilà. Mais c'est le rôle du philosophe de travailler sous l'événement. C'est bon, je ne suis pas spécialiste de l'islam, voilà. Mais comme nous tous, j'ai été interpellé, violemment secoué par les attentats de 2015. Et bon, je me suis aperçu qu'au fond, très peu de philosophes, aucun philosophe n'avait affronté cette question. Il y avait autrefois des choses dans les années, après le 11 septembre, il y a eu des discussions entre Baudrillard, Habermas, Derrida, mais plus récemment, quasiment rien. Il y a énormément de livres de psychologues, psychiatres, psychanalystes, sociologues, etc., mais pas d'analyse philosophique. Donc je dis, il faut le faire. Est-ce que les philosophes ne sont pas bloqués par leur rapport à la religion ? Nos philosophes français. En France, oui. La France est un pays très bizarre. Enfin, je suis français, heureux et fier d'être français, mais c'est quand même un pays très étrange, la France. Bon, c'est un pays où dès qu'on parle de religion, on a l'impression que tout le monde va sortir ce revolver. C'est ça. Je suis bien sûr partisan de la laïcité, mais il y a une manière d'invoquer la laïcité comme une sorte de bouclier interdisant d'évoquer même la question du religieux. C'est-à-dire la religion en France, et ça c'est vraiment une spécificité française, il faut le dire. On est considéré qu'une illusion est une illusion dangereuse. Est-ce que c'est pas un obstacle quand on travaille sur le djihadisme ? Parce que là, il y a quand même une composante religieuse dont on ne sait pas quoi faire. Oui, mais elle est le plus souvent déniée par toute une série d'auteurs qui travaillent sur ces questions. Alors le psychologue dira, oui, c'est des problèmes psychiatriques liés à une adolescence malheureuse, à des problèmes d'enfance. Le sociologue parlera de conditions sociales, etc., et ainsi de suite. Et ils seront facilement recrutés, et c'est une véritable difficulté sur laquelle vous insistez, vous consacrez pratiquement un chapitre, à recruter par ceux qui veulent dénoncer la souffrance sociale, la discrimination, l'injustice, ce qui est vrai, mais ça ne se résume pas à ça. Voilà, exactement. Alors, c'est une des sources de l'engagement djihadiste, mais ça ne se réduit pas à cela. Il y a une chose qui m'exaspère, c'est quand on dit que ce sont des nihilistes. Oui. Olivier Roy, qui par ailleurs est un auteur sérieux, intéressant, conceptuel, mais il se trompe totalement. Pourquoi pour Olivier Roy, ce sont les djihadistes sont donc des nihilistes aspirés par un désir de mort. Il y a d'autres livres aussi qui vont dans la même direction. Alors, on a beaucoup dit ça aussi pour le 11 septembre. Oui, je me souviens. Oui, André Glucksmann avait écrit un livre. Tout à fait, exactement. Mais c'est faux. À Manhattan. C'est totalement faux. Oui. Au sens strict, un nihiliste, du latin nihil qui veut dire rien, est quelqu'un qui ne croit plus en rien. C'est le sens que ce terme a chez Nietzsche et chez les bons auteurs. Alors, je demande, peut-on dire sérieusement que des gens qui sont prêts à se tuer au nom d'une croyance religieuse, en proclamant, on passait à l'acte, Allahu Akbar, Dieu est grand, peut-on dire que ces gens qui ne croient plus en rien? C'est une absurdité. Non, c'est parce que nous occidentaux. C'est nous qui ne croyons plus en rien. Absolument. Nous occidentaux modernes, nous sommes devenus incapables de comprendre ce que c'est que le religieux, ce que c'est que la croyance. Donc, lorsque des gens agissent en une croyance, on dit non, c'est pas possible, ce n'est qu'une névrose, une illusion, une idéologie. Les véritables causes sont ailleurs. Dans le social, dans le psychologique, dans tout ce que vous voudrez, etc. Donc, on ne prend pas au sérieux ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent. Et ainsi, on ne peut pas les comprendre, et ne pouvant pas les comprendre, on ne peut pas clairement les combattre. Tout à fait. Mais alors, en même temps, les concepts, alors on va rentrer un peu dans les définitions, pas trop longtemps, mais les concepts que nous avons ne sont pas très opératoire. Parce que, notamment, on parle de terrorisme, mais ça vous convainc pas complètement, cette idée de terrorisme, Jacob Rogozinski. Vous avez tout à fait raison, Antoine Garapon. La notion de terrorisme, c'est très dur de s'en passer, elle est un petit peu incrustée depuis assez longtemps. Mais par terrorisme, souvent on désigne ça a l'air de désigner une sorte de doctrine. Que dès qu'il y a un isme, marxisme, christianisme, etc., on pense toujours à une doctrine que, des adhérents revendiquent cette doctrine en disant oui, je suis marxiste, ou je suis fasciste, ou gaulliste, ou tout ce que vous voulez. Or, personne ne dit je suis terroriste. Le terroriste, c'est toujours l'autre. Mais c'est ça. Donc, c'est une notion purement péjorative qui sert à dénoncer, à accuser. Et en plus,
On a l'impression que c'est une sorte d'essence, que des gens sont terroristes, des organisations sont terroristes pour toujours. C'est vrai aussi d'ailleurs de la condition de victime. Il y a des gens qui seraient victimes par essence. Mais alors, oui. Oui, je veux dire simplement, une organisation n'est pas terroriste pour toujours. Ça dépend de sa stratégie. Comme la résistance sous l'occupation. Tout à fait, oui. Bon, lorsqu'ils sont arrivés à leur fin, j'assais l'occupant allemand, ces gens-là ont rendu les armes. De même l'IRA en Irlande, de même le TA au Pays Basque. Alors, ma grande question, c'était, est-ce qu'on peut en dire autant du djihadisme? Est-ce qu'on peut penser une transformation de leur stratégie? Et je pense que non. Et alors, on va revenir à cette question. Moi, je pensais, en juriste et en juge, c'est-à-dire que, est-ce qu'on peut rendre les armes, est-ce qu'un pédophile peut rendre les armes? Ben non, parce que il est pris, lui, pour le coup, par des problématiques personnelles, psychiques. Alors que, quand on est dans le domaine de la croyance, c'est un mot sur lequel vous allez beaucoup insister, et vous allez même y insister, Jacob Rogozinski, en disant, plutôt que parler de religion, je vais parler de dispositif de croyance. Expliquez-nous ça, dispositif de croyance. Oui, de même qu'au lieu de terrorisme, je préfère parler de dispositif de terreur. Au lieu de religion, je préfère parler de dispositif de croyance. Bon, il s'agit pas de faire une police des mots. Il s'agit d'essayer de penser autrement, c'est-à-dire de penser en termes de dispositif. C'est un terme que j'emprunte à Michel Foucault. J'emprunte à Michel Foucault parce qu'un dispositif, c'est un ensemble hétérogène, complexe, traversé de contradictions et susceptible de muter, de se transformer. Alors, lorsqu'on dit religion, il y a une manière totalisante, on bloque les choses. Ricoeur disait, la religion n'existe pas, il n'y a que des religions. Oui. Je dirais, il faut encore aller plus loin, il faut dire, il n'y a pas des religions, il y a des dispositifs de croyance, eux-mêmes complexes, divisés, traversés de lignes de fracture, et qui se transforment sans cesse. Et c'est le cas de l'islam. Et qui vont nous permettre de faire des familles de dispositifs de croyance. On en dira un mot dans un instant concernant les religions monothéistes. Il y a aussi un autre mot, puisqu'on est dans les questions de méthode, mais elles sont capitales pour notre sujet. Il y a aussi un autre mot que vous forgez pour cette étude, c'est le mot de shem, un shem. Ah oui. Alors ça c'est très important, il n'est pas utilisé dans le sens kantien, dans le sens technique. Shem, c'est plutôt un enchaînement une configuration d'action, dirait Ricoeur, parce que vous en parliez. Dans le livre, je le définis comme une représentation imaginaire investie d'affect. Oui. Bon, si on pense qu'il y a des dispositifs de différentes sortes, bien sûr, des dispositifs qui cherchent à chaque fois à développer un champ d'attraction pour attirer à eux des sujets, des individus humains. Ça peut être une église ou un groupe religieux, ça peut être aussi un parti politique, ça peut être un dispositif de terreur, ce qu'on appelle le terrorisme. À chaque fois, ils essayent d'entrer vers eux des sujets humains. Et pour ce faire, ils captent les affects de ces sujets. Et ils les captent au moyen de certaines représentations que j'ai choisi d'appeler des schèmes, qui sont une sorte de charnière entre les affects d'un individu, les sentiments de révolte, de haine, d'espérance, de colère, d'amour, etc. Et un certain dispositif qui cherche à attirer vers lui les individus en jouant sur ces affects. Et qui peuvent circuler, se transmettre d'un siècle à l'autre, d'une période à l'autre, d'une religion à l'autre aussi. Ça sera toute la richesse de votre approche. Oui, par exemple, donnons un exemple très simple auquel je tiens beaucoup parce que c'est une question qui est devenue très grave aujourd'hui. Le schème du complot. Voilà. On parle toujours de la théorie du complot, mais c'est faire beaucoup d'honneur à cette chose que d'appeler ça une théorie. Non, c'est pas un ensemble de concepts cherchant à expliquer la réalité. C'est ce que j'appelle un schème, c'est-à-dire une représentation qui peut susciter toute une série de sentiments et qui est apparu. Dans mon livre précédent, j'avais travaillé sur la chasse aux sorcières. Voilà, je pense que c'est vers le XIVe siècle que commence à apparaître en Occident la représentation d'un complot innombrable qui conspire, qui travaille pour subvertir l'ordre établi. Alors au début, on dit que c'était les lépreux cherchant à empoisonner les puits, puis c'est devenu les juifs. Au siècle suivant, c'était les sorciers et sorcières, et la chasse sorcière était... Les jésuites, à un moment. Après, c'était les jésuites, au XVIIIe siècle, puis le complot des aristocrates sous la Révolution française, et à nouveau les juifs. Oui, mais ça c'est très intéressant, cette approche justement par schème, parce que vous rappelez d'ailleurs ces considérations du jeune Marx quand il rédige sur la question juive, où il montre comment où il identifie lui-même le judaïsme et la domination de l'argent, ce qui va être un grand schème, un grand thème du premier antisémitisme, de l'antisémitisme avant le nazisme. Oui, il dit, le jeune Marx dit, l'argent est le dieu jaloux d'Israël. Et c'est une formule très intéressante. Parce que le schème qui est en jeu, c'est un autre schème du complot. C'est un schème très différent. Il y a toute une série de schèmes. Ici, c'est le schème plus ancien, me semble-t-il, de l'élection.
hein, l'idée que bon, il y a un peuple qui serait l'élu, le préféré de Dieu. Bon, lorsqu'on cesse de croire en Dieu, lorsqu'on y croit de moins en moins, la figure de Dieu cède la place à d'autres figures. Mais avec toujours cette idée d'un grand architecte, organisateur du monde. Même quand on est débarrassé de Dieu, qu'on est dans un monde totalement laïque, eh bien, subsiste cette représentation imaginaire. Cette phrase de Marx montre bien la transition, comment l'argent se substitue à Dieu dans un monde désenchanté. Donc l'argent est le Dieu jaloux d'Israël, et donc les Juifs deviennent les élus du Dieu argent. Et donc autrefois on les accusait de monopoliser Dieu pour eux, se prendre pour le peuple élu. Maintenant on les accuse de garder tout l'argent pour eux. Et vous en tirez cette conclusion que la pensée du complot est une reformulation toujours de cette recherche d'un grand organisateur